Je ne vous apprends rien en vous disant que le monde juif en terre arabe est bimillénaire, il est très ancien, et même souvent bien avant l'ère chrétienne. Vous avez des juifs au Maroc, vous avez des juifs en ce qu'on appelle l'Irak aujourd'hui, qu'on appelait la Mésopotamie autrefois. Donc il y a des communautés qui ont 2500 ans d'âge dans l'actuel Maroc, l'actuel Libye ou l'actuel Irak. Or, ces communautés ont disparu en 20 ans, à peu près, entre 1945 et 65, disons 30 ans si on veut pousser très loin la date, 1975, l'après-guerre du Kippour. Ça a été ma première interrogation. Pourquoi une disparition aussi rapide, sans génocide, sans massacre? Et même, ça va vous étonner, sans expulsion, sauf dans le cas égyptien. La deuxième question, c'est le silence de la mémoire collective sur cette question qui est tout de même étonnant. Dans les manuels d'histoire, vous n'avez pas un mot là-dessus, pas un mot, pas une ligne. Les historiens sont très peu nombreux à travailler sur le sujet en France, ça se compte sur les doigts d'une main. En 1939, il y a 16 millions de juifs dans le monde. 16 millions, entre 15 et 16. Combien dans le monde arabo-musulman, y compris la Perse et la Turquie qui ne sont pas arabes, j'insiste, mais musulmanes? 1 million. Alors je laisse la Palestine de côté avec le foyer national juif. Bon. Si je compte la Palestine, ça fait 1,5 million. Mais on ne peut pas considérer que la Palestine est une terre totalement arabe à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, donc hors Palestine, 1 million. 1 million sur 16, c'est marginal. On ne peut pas l'oublier. Or, au XIXe siècle, c'était déjà le cas. En 1939, on ne peut jamais oublier que 2 juifs sur 3 dans le monde sont européens. Qu'un juif sur 5 dans le monde est polonais. 1 sur 5. Qu'un juif sur 3 en Europe est polonais. Que le cœur du judaïsme et sa force vitale, c'est la Pologne, c'est pas les États-Unis, ils sont plus nombreux aux États-Unis, mais le cœur intellectuel, sioniste, bundiste, en point de vue littéraire comme au point de vue religieux, c'est la Pologne. Eretz Israël commence à devenir un centre, mais c'est à peine naissant. Bon. Donc c'est une histoire marginale aussi, parce que démographiquement, elle ne pèse pas beaucoup. Bon. Et puis, c'est aussi une histoire écrasée par les Juifs d'Europe. Les Juifs d'Europe sont tellement présents, puissants, européens, donc beaucoup plus développés, plus cultivés, forcément parce qu'ils ont bénéficié de l'avance européenne dans tous les domaines. Donc de l'école européenne et des lumières européennes, ils ont un grand nombre d'intellectuels que n'aura pas le monde oriental. Cette histoire des Juifs d'Orient, elle est écrasée par l'histoire des Juifs d'Europe. A fortiori quand la Shoah arrive. La Shoah est une telle catastrophe que toute l'histoire juive est recouverte par elle. On ne peut plus parler d'histoire juive sans parler immédiatement d'Auschwitz. Ce qui fait que tout le monde a oublié l'histoire juive. Quand on dit histoire juive, les gens répètent Auschwitz. Ah bon, comme si tout commençait avec Auschwitz. Donc ils ont oublié, par exemple, l'expulsion d'Espagne. Ils ont oublié Shabbatai Tzvi. Ils ont oublié les débuts du sionisme. Pourquoi le sionisme naît en Russie et pourquoi Herzl n'est pas le fondateur du sionisme? Mais le fondateur du sionisme, c'est le mouvement des Amants de Sion, Pinsker et les autres. Et pourquoi spécialement en Russie? Pourquoi pas en Allemagne? Alors que tout le monde sait que la langue du sionisme, c'est l'allemand. C'est pas le russe. C'est pas le yiddish, c'est l'allemand. Or, le sionisme n'est pas né en Allemagne. Il est né en Russie. Alors pourquoi? Bon, bref, j'ai pas le temps de développer tout ça. On a oublié toute cette histoire, et non seulement en Europe, on a oublié l'histoire des Juifs d'Europe bien avant 1939, alors a fortiori pour les Juifs d'Orient, la Shoah elle a un tel poids qu'elle a masqué tout le reste. Moi, quand j'ai commencé le travail dans les années 2005 à peu près, je suis parti dans l'idée qu'on avait affaire à des Juifs arabes. Je disais des Juifs arabes. Et finalement, à la fin de mon travail, non. Je me suis dit, ce sont des Juifs de culture arabe, et pas des Juifs arabes. Des Juifs du monde arabe, de culture arabe, pas des Juifs arabes. Pourquoi? Précisément parce que le nationalisme arabe les a empêchés d'être des Juifs arabes. Le nationalisme arabe, pour des raisons complexes, est fermé au XXe siècle, et il s'est bâti de plus en plus sur une conception ethnique de la nation, donc une conception basée sur la filiation, sur la race et sur le sang, mais pas sur la culture. Autrement dit, je suis arabe par mon père, par mes descendants, depuis toujours, ou je ne le suis pas, et si je ne le suis pas, je ne le deviendrai jamais. C'est le contraire de la conception française de la nation, qui est une conception culturelle, enfin occidentale en général, où je suis noir, ou jaune, ou musulman, ou juif, ou peu importe, etc. Je peux devenir français si je me reconnais dans la nation française, si je fais mienne son histoire, sa langue, sa culture, son passé, son avenir. Bref, si je respecte la nation française et si je la considère comme mienne, je suis français. Eh bien, dans le monde arabe, pour des raisons très complexes, ça n'a pas été le cas. Ça a failli l'être. Avec le wafd égyptien, ça ne l'a pas été. Et du coup, les Juifs, qui sont là depuis toujours, et bien avant la conquête arabe et la conquête musulmane, se sont retrouvés exclus de la nation arabe. Et du coup,
Si les juifs ne sont pas des juifs arabes, ça n'est pas de leur faute. Eux, ils auraient bien voulu l'être, comme l'a dit Albert Memmi. C'est que le monde arabe n'a pas voulu d'eux, et il en a fait des étrangers dans leur propre pays. Et donc au moment des indépendances, quand bien même certains d'entre eux avaient appuyé le combat pour l'indépendance tunisienne, ou marocaine, ou irakienne, ou même algérienne, il y en a eu, ils se sont sentis dépossédés, exclus. Ils ne sont pas partis tout de suite, mais à la longue, ils sont tous partis. Tous, sans exception. Ce qui m'a frappé, c'est la dégradation de la condition juive en terre arabe dans la deuxième moitié du 19e. Il y avait une raison. La colonisation a été un choc pour le monde arabe, et du coup, le monde arabe s'est retourné contre la minorité juive, à qui il a fait payer le prix de la colonisation. Et du coup, à cause de la colonisation, le monde arabe s'est un peu plus fermé sur lui-même. Et du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'histoire du monde arabe. Quand le monde arabe est en position d'expansion, il est beaucoup moins violent et agressif à l'égard de ses minorités. Quand il est en position défensive et qu'il se sent agressé, il devient impitoyable à l'endroit de ses minorités. Ce qui explique qu'entre le 7e et le 12e siècle, le monde arabe en pleine expansion vit une paix relative avec les communautés juives et même chrétiennes, qu'à partir du 12e siècle, avec les croisades, et au XIIIe siècle, les Mongols, les grandes invasions mongoles, et ensuite une lutte permanente avec la rive nord de la Méditerranée et la supériorité des Occidentaux. Je rappelle la bataille de Lépante en 1571, où les Turcs sont battus par les chrétiens. Eh bien, le monde arabo-musulman, en position constamment défensive jusqu'au XIXe siècle, où là il est complètement envahi par les colonisateurs, va se crisper, se fermer sur lui-même, et cette fermeture cette crispation va entraîner un rejet des minorités, a fortiori de la minorité juive pour deux raisons. Un, c'est une minorité sans protection. Il n'y a pas d'État juif derrière pour l'aider, il y a des États chrétiens pour aider les chrétiens d'Orient, pas l'État juif. Donc les dhimmis, ce qu'on appelle le dhimmi juif, le protégé juif, est plus soumis que tous les soumis. Alors là, c'est le moment quand même de dire un mot du statut du dhimmi. Le statut du dhimmi est un statut codifié par l'islam, c'est pas un fantasme, c'est une réalité. Il est codifié par le pacte d'Omar au 7e siècle. Ce statut du dhimmi est un progrès par rapport au statut des Byzantins, donc d'avant la conquête musulmane, et les Juifs ont vécu ça comme une libération, et ça l'était, indéniable. Et pendant plusieurs siècles, on ne peut pas parler d'un véritable âge noir entre Juifs et musulmans, c'est faux. À partir du XIIe siècle, ça se dégrade. Et le statut du dhimmi, qui est un statut de protégé, en clair, les religions du livre peuvent vivre à l'ombre de l'islam, à la condition de payer des impôts supplémentaires, et de respecter certaines clauses, qui sont d'ailleurs très strictes. Ce statut du dhimmi est plus ou moins appliqué. Parfois très durement, parfois plus souplement, parfois tombant en désuétude, parfois il est remis en vigueur, selon les périodes et selon les lieux surtout, il est plus ou moins sévère. Par exemple, en Égypte, il est relativement atténué. Au Maroc, en Perse, au Yémen, il est impitoyable. Et là, je me suis posé la question, mais pourquoi dans ces trois pays-là? Et là, tout d'un coup, je me souvenais de mon travail sur le sionisme, au début des années 2000, quand je lisais les premiers rapports du Congrès sioniste, et quand Max Nordau, le bras droit d'Herzl, faisait son rapport juste après Herzl, Max Nordau, jusqu'à 1914, donc 10 ans encore après la mort d'Herzl, avait l'habitude de dresser un panorama des judéités du monde entier à l'ouverture du Congrès. Et quand je lisais le rapport de Nordau, je constatais une chose, il citait toujours 5 pays parmi les pays les plus durs pour la condition juive. La Roumanie, la Russie, ça on savait déjà. La Perse, le Yémen et le Maroc. Le statut du dhimmi n'est pas un fantasme, c'est bel et bien une réalité, mais il ne faut pas la prendre comme un bloc, elle a évolué avec le temps. Or, ce statut du dhimmi, s'il avait tendance peut-être à s'adoucir, avec la colonisation, il va se durcir, enfin avec la colonisation, avec la poussée européenne, il va se durcir, parce que, par rejet du colonisateur, le monde arabe va se replier sur lui-même et rejeter davantage la communauté juive. Troisième point clé, c'est que si on part de l'idée que tous les juifs du monde arabe sont partis à cause de l'antijudaïsme, l'antisémitisme, je crois qu'on est dans l'erreur. Or c'est ça l'histoire lacrymale. Les juifs sont des objets passifs de l'histoire, ils ont toujours subi, ils ont encaissé les coups, et ils ont encaissé tellement de coups dans ce monde-là qu'ils sont partis à la fin. C'est simpliste ça, comme thèse, c'est très simpliste, parce que, en fait, les juifs sont aussi partis d'eux-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où il y a un tel effort de scolarisation au XIXe siècle du monde juif traditionnel, l'Alliance, les écoles européennes,
les écoles congréganistes. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, juifs, qui vont dans les écoles chrétiennes en Égypte, en 1900. Beaucoup. Bon. Eh bien, l'effort scolaire est tel qu'en 1920, on peut dire que la communauté juive a 2 générations d'avance sur les jeunes musulmans. 2 générations d'avance. Qu'en 1945, 80% de la jeunesse juive du Maroc sait lire et écrire, et compter. Pas tous, hein, 80%. Chez les filles, un peu moins. Bon. Mais, chez les garçons musulmans de même âge, disons l'âge de 10 ans, 5% d'alphabétisés. 5%. C'est un gouffre énorme entre les deux mondes. Ça veut dire en clair que le monde juif d'Orient, en l'espace de 3-4 générations, entre autres grâce à l'Alliance, mais pas seulement grâce à elle, s'est modernisé, occidentalisé, émancipé, a appris un certain nombre d'abord de langues étrangères, entre autres le français, ou l'italien en Libye, ou l'anglais en Irak, ou l'anglais en Égypte. Il a appris les normes occidentales. Il s'est émancipé dans la tête du statut du dhimmi, ce qui fait que socialement, il est arrivé déjà à des positions plus importantes. Il a par exemple atteint pour certains, les plus doués à l'école, le certificat d'études primaires, qui était un énorme diplôme, considérable diplôme jadis. Aujourd'hui, ça peut faire sourire. Enfin, en 1910, c'est un bâton de maréchal. Bon. Mais certains d'entre eux vont même aller plus loin. Une petite élite, par exemple en Égypte ou par exemple en Irak, plus qu'au Maghreb, va carrément franchir les portes du baccalauréat et de l'université. Et dans les années 30, on a déjà des médecins juifs en Irak, des ingénieurs, des techniciens, des professeurs, des architectes, et même une femme médecin juive en Irak, bien avant 1945. Une femme avocate, c'est dire l'avance de la communauté. Bon. Donc, en clair, ces communautés qui sont de plus en plus émancipées dans la tête, comment peuvent-elles ressentir le statut du dhimmi, qui est un statut de sujétion permanent, qui consiste à dire aux Juifs, tant que vous acceptez votre statut de sujétion, vous pouvez vivre parmi nous. Si vous ne l'acceptez plus, et si vous prétendez être nos égaux, là, ça se dégradera entre nous. Là, la paix ne pourra plus régner, vous allez rompre ce qu'on appelle la dhimma, c'est-à-dire le pacte qui nous lie depuis toujours. Or, dans les têtes, un juif émancipé en 1930, en 1940, en 1950 ne peut plus supporter la condition et le regard que porte sur lui un musulman. Il ne peut plus. Dans la tête, c'est un homme libre, debout, émancipé. Dans la réalité, le musulman continue à le considérer comme un moins que rien, un strapontin, un sous-fifre. Et il y a quelque chose là dans ma recherche dans les archives qui m'a frappé, c'est quand je lisais les archives diplomatiques européennes, donc non juives, ou les archives de l'Alliance, ou les rapports des commissaires de police en Libye, en Irak, ou au Maroc ou en Tunisie, je revenais toujours sur le même mot, traduit par exemple en français, c'est le mot arrogant. Voilà ce que disait en gros le rapport de police, je prends un rapport de police français, le jeu de mémoire, en 1940, par là, ou 37 ou 38, je ne sais plus. On nous dit, écrit le commissaire de police, on vient nous dire de tous côtés, côté musulman, que les juifs ont beaucoup changé ces dernières années, sont devenus de plus en plus arrogants. Bon, je lis ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et quand je lis ça du côté de la Libye, puis du côté de l'Irak, ça m'intrigue. Je me dis que pour que le même mot revienne constamment, c'est que ce mot n'a pas le sens qu'on lui donne habituellement. Il faut toujours se méfier du sens des mots, il a évolué. En fait, il a fallu un certain temps pour comprendre qu'arrogant, ça voulait simplement dire qu'un juif prétendait être votre égal. S'il prétend être votre égal, il sort de sa condition traditionnelle, il est arrogant. Et là, la situation, évidemment, se dégrade complètement. Et, a fortiori, quand le nationalisme arabe devient un nationalisme d'exclusion, de plus en plus nazifié, je n'ai pas le temps de développer ici, mais c'est en soi un sujet carrément d'1 heure que la nazification du nationalisme syro-irakien dans les années 30 et 40, que l'émancipation juive, en un mot, je vais dire en un mot, en une phrase si vous voulez, cette idée centrale, l'émancipation juive n'est pas officielle, le statut de dhimmi n'est pas aboli officiellement, sauf dans l'Empire ottoman, mais l'abolition dans la loi, dans l'Empire ottoman au XIXe siècle, ne signifie pas l'abolition dans les têtes. Il y a un abîme entre l'abolition dans la loi et la pratique sur le terrain, et il y a un abîme entre la pratique sur le terrain et le fait que dans les mentalités, ça évolue de la même façon. Donc, on aura beau abolir à 2 reprises dans l'Empire ottoman, enfin en 2 étapes, pardon, la dhimmitude, et c'est vrai que les Ottomans ont aboli la dhimmitude, et qu'à partir de 1856, et surtout à partir de 1908, avec les jeunes Turcs dans l'Empire ottoman, un chrétien, un juif et un musulman sont des citoyens égaux. Ils vont à l'armée comme les autres, ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Ça, c'est sur le papier. Et pourquoi tant de jeunes juifs refusent d'aller dans l'armée ottomane?
Parce qu'ils disent, vous nous voyez dans une section avec des musulmans, on va être le souffre-douleur. Vous nous voyez devenir caporal, c'est impossible, on ne peut pas commander un musulman. Un juif commande un musulman, mais c'est le monde à l'envers. Et d'ailleurs, les chefs musulmans eux-mêmes le reconnaissent. Ils le disent, on ne peut pas envisager ça. Les chefs de l'armée française le disent, vous formez des bataillons marocains avec des juifs et des musulmans, oui, mais il est impossible de mettre un officier juif avec des musulmans. Impossible. Un juif ne peut pas commander à des musulmans. Et ça se passe en 1942-43, après le débarquement allié au Maroc, par exemple. C'est vous dire la force des mentalités. Bref, en un mot, l'émancipation juive insupporte la conscience arabe. Alors, très vite, j'ai rencontré évidemment des mythes, quelques mythes. Premièrement, le mythe de l'histoire dorée, l'âge d'or, convivial, l'entente judéo-arabe de toujours, et cette entente aurait été gâchée par la naissance de l'État d'Israël. Mais avant 1948, on vivait heureux. Bon. Toutes les archives disent le contraire. Toutes, sans exception. Du Maroc à l'Irak, tous disent le contraire, et dans certains cas, c'est même carrément des descriptions horribles, horrifiées, au XIXe siècle. Là, il faut faire très attention aux dates. Le livre ne commence pas en 1950, il commence en 1850. Alors que, pour le grand public, si les Juifs sont partis, c'est à cause de la naissance d'Israël. Donc j'aurais dû commencer mon livre en 1950. Or, je le commence 100 ans avant la naissance d'Israël. C'est bien le signe qu'au fur et à mesure de la recherche, je comprenais que les causes profondes du départ n'avaient rien à voir avec le sionisme. Que le sionisme, ou plutôt la naissance d'Israël, avait porté le coup de grâce à ces relations judéo-arabes, ça c'est vrai. Mais c'est que le divorce était déjà là. Et la faille qui était déjà là est devenue un gouffre, et le gouffre a entraîné la séparation définitive et le départ. Deuxième point, le silence sur cette histoire en Occident. Pourquoi tout de même ? Parce qu'en Occident comme partout d'ailleurs, nous avons du mal à entendre ce qui n'entre pas dans nos catégories de pensée. Nous n'entendons que ce à quoi nous sommes prêts, que ce à quoi nous sommes prêts à entendre, que ce à quoi nous sommes habitués. Quand quelque chose n'entre pas dans nos schémas de pensée, nous ne l'entendons pas. En fait, nous ne comprenons que ce que nous avons déjà compris. Autrement dit, un monde arabe qui aurait été raciste, anti-juif, antisémite, intolérant, oppresseur, colonisateur, brutal, violent, c'est impossible parce que pour l'Occident, le monde arabe est colonisé, opprimé, diminué, est une figure de victime, a fortiori le palestinien. Donc comment concilier ces deux réalités? Ça, c'est le silence gêné. D'où le silence gêné des milieux bien pensants autour de mon livre, pas de tous, hein. Mais les bien-pensants ont fait un silence gêné. Par exemple, dans Le Monde, il n'y a pas eu une ligne. Dans Libération, il n'y a pas eu une ligne. Même dans Télérama, il n'y a pas eu une ligne. Je présente. L'organe de la bien-pensance numéro 1, il n'y a pas eu une ligne. Et il n'y en aura jamais. Ça ne veut pas dire que le livre est boycotté. C'est pas vrai. France Culture n'a pas boycotté le livre, indéniable. Et il y a un grand nombre de journaux, en France et à l'étranger, qui n'ont pas boycotté le livre. Ni le Figaro, ni d'autres. Bon. Mais enfin, la bien-pensance de gauche l'a boycotté. Ça n'entre pas dans leur catégorie de pensée. Pour eux, c'est un livre polémique, pamphlétaire et à la limite presque raciste. Qui lit le livre? Je le mets au défi de trouver une phrase raciste. Je le mets au défi. Bon. Troisième point, conclusion. Après 1945, ce qui s'est passé, c'est en soi une histoire pour laquelle il faudrait 1 heure ou 2 heures au moins de conférence. C'est le fait que la Ligue arabe a très vite menacé les Juifs des pays arabes de représailles si l'État d'Israël venait à naître. Les Juifs sont pris en otage, alors c'est pas moi qui l'interprète, c'est dit explicitement, j'ai pas le temps de vous citer ici les textes de la Ligue arabe, mais c'est dit clairement. Et qu'entre 1945 et 1948, il y a dans les pays arabes, presque tous, une série de pogroms complètement oubliés de la mémoire collective. Exemple, Le Caire, 3-4 novembre 1945. Tripoli, Benghazi en Libye, 4-7 novembre 1945. Damas, 1946. Aden, 47. Tripoli, Benghazi en Libye, 48. Oujda, Maroc, 48. Tout le monde a oublié ces pogroms. Quasiment tout le monde. Pardon? Et alors, il y a eu Algérie avant, en 1934. Non, Sétif, non, c'est pas la même chose. Constantine, c'est 34, c'est donc avant. Là, je parle d'après 45, si vous voulez. Bon. Très vite, le mouvement sioniste est conscient que les Juifs du monde arabe sont en danger. Il envoie des émissaires, il forme à l'autodéfense, il encadre l'émigration juive, mais il ne déracine personne. Très rapidement, l'État d'Israël créé, les autorités du monde arabe, qui sont progressivement indépendantes, ne vont pas expulser les Juifs, sauf en Égypte en 1956. Elles vont les étrangler lentement. Elles vont leur rendre la vie tellement difficile,
par des mesures de rétorsion sournoises, par des confiscations, par des difficultés immenses pour toutes les démarches. Vous voulez une licence d'importation pour importer des tissus? Très bien, ça va être très difficile. Vous voulez un passeport? Très difficile. Il faudra graisser la patte aux uns aux autres. Vous voulez une patente pour ouvrir un commerce? Très difficile. Vous voulez vendre votre bien? Oh là là. Il faudra graisser la patte aux uns, aux autres, etc. Bref, on va rendre la vie invivable. Au point qu'à un moment donné, vu la peur, la précarité, l'incertitude du lendemain, l'incertitude économique, il n'y aura plus qu'une seule solution, partir. Partir et brader les biens, et encore brader les biens au mieux, parce qu'il y a eu pire. Et il y a eu dans le cas de l'Irak une spoliation qui est un véritable racket, un vol pur et simple, au bas mot de 200 millions de dollars en une nuit. 2 mars 1951. C'est très simple. Les Juifs d'Irak s'inscrivent par la loi irakienne, ont le droit de s'inscrire pour le départ le 2 mars 1950 durant 1 an. Ils peuvent quitter l'Irak, ils ont enfin un passeport, ils le voulaient depuis longtemps, comme le disait un homme d'affaires irakien, un diplomate anglais en 1947, je donnerai ma fortune pour un passeport, tellement la situation est devenue invivable. Et là, tout d'un coup, le gouvernement irakien leur dit, vous pouvez pendant 1 an, attention, jusqu'au 2 mars 51, ensuite c'est fini. Vous vous inscrivez sur les listes, mais vous renoncez à votre nationalité irakienne, et vous partez. Et vous partez, en fait, c'est pour Israël, parce qu'Israël est le seul pays pour l'instant à les vouloir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sionistes. Mais Israël est le seul pays à les vouloir. Sauf qu'Israël ne peut pas les intégrer tout de suite, parce qu'Israël est aux prises avec l'allié des Juifs roumains, des Juifs polonais rescapés de la Shoah, etc. Donc Israël est débordé par l'afflux d'immigrants. Bon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les Irakiens pensent que 10 000 vont s'inscrire. Ils sont 130 000. 10 000 vont s'inscrire. Les Israéliens pensent que 40 000 vont s'inscrire. Au total, 115 000 s'inscrivent. 115 000 s'inscrivent dans les synagogues. C'est là qu'on s'inscrit. Et dans la nuit du 2 mars 51 au 3 mars, c'est la fin de la loi. Le Parlement irakien, réuni en séance de nuit, vote une loi. Tous les Juifs inscrits sur les listes voient leurs biens spoliés. Ils disent pas spoliés, ils disent bloqués. Compte bancaire bloqué, immeuble interdit de vente, biens meubles, biens mobiliers, biens immobiliers, etc., etc. Vous pouvez partir, oui, vers Israël, avec 45 dinars en poche et 2 valises. Et 15 dinars pour les enfants, quelque chose comme ça. Et même encore ça, ça n'est pas respecté, parce qu'à l'aéroport, là il faut lire les rapports de la Croix-Rouge, à l'aéroport on assiste à des scènes de violence de douaniers et de policiers irakiens qui frappent des femmes pour leur arracher les bijoux, les bagues, les colliers, devant les enfants. Devant les enfants. C'est la Croix-Rouge qui raconte ça. On est en 1951-1952. Je n'ai pas le temps de développer. Bref, la condition juive va devenir invivable dans certains pays plus que dans d'autres. Par exemple, en Libye, c'est indéniable qu'il y a une fuite en 51 vers Israël, en Irak aussi. En Syrie, la fuite est impossible parce que là, au contraire, ils les bloquent, ils les retiennent en otage. Il y aura également des enlèvements fréquents, des assassinats. Bref, une politique d'exclusion qui porte un nom en français. Ça s'appelle une purification ethnique. Le monde arabe a pratiqué une purification ethnique qui est de très grande ampleur avec une spoliation immense sur les biens des Juifs d'Irak, en particulier qui était la communauté la plus riche du monde arabe. En moins de 20 ans, 750 000 de ce million de Juifs arabes, Juifs de pays arabes, se retrouvent en Israël, spoliés, dépossédés, la plupart arrivés sans un dinar en poche. Albert Memmi, par exemple, parlait des Juifs de Tunisie en 62 dans l'Arche, je n'ai pas le temps de citer, dans lequel il expliquait ils sont venus sans un sou en poche. Même les matelas qu'ils ont essayé de prendre avec eux, on le leur a enlevé au port. Voilà. Je voudrais conclure 2 mots quand même. Et puis enfin, 4e et dernier point, c'est un livre qui s'adresse aussi aux intellectuels arabes pour leur dire, voilà, moi j'ai écrit ce livre. Mes intellectuels arabes, vous, c'est à vous de l'écrire demain. C'est votre passé. Les intellectuels allemands écrivent leur histoire, les intellectuels polonais aussi. Eh bien, vous prenez en main cette histoire. Il faut reconquérir l'histoire des Juifs de votre monde, que vous avez dépossédé et exclu. Reconnaissez ce passé, écrivez ce passé, et là, vous aurez fait un grand pas vers les Lumières et la modernité, avec l'émancipation des femmes. Voilà, merci. Bravo. Bravo.